Bonsoir. Là, je vais faire une brève introduction, en fait. Et puis après, si vous avez envie de discuter avec nous, c'est complètement ouvert. Donc, en fait, ce film a une assez longue histoire, parce que c'est pas évident, en fait, de trouver le moyen de faire exister des films sur des idées. Et donc, il y a maintenant 8 ans, j'avais commencé à adapter un livre assez incroyable qui s'appelle Anima de Wajdi Mouawad. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, qui est l'histoire d'un homme du point de vue des animaux. Donc c'est un roman, c'était une fiction. Et quand j'avais écrit une lettre à l'auteur, je lui avais dit il faut qu'on change de point de vue sur la nature et il faudrait même qu'on change de mot. Et je l'avais dit vraiment en disant oui, ce mot nature, il représente vraiment quelque chose d'étrange. C'est assez compliqué de conceptualiser, de comprendre ce que c'est que la nature si on s'interroge. Et puis quand j'ai commencé mon travail de recherche, qui est vraiment mon travail de réalisatrice et de scénariste, c'est un travail de recherche pour essayer de comprendre ce qui me pousse en fait et ce que veulent dire vraiment les films qu'on essaie de faire, enfin que j'essaye de faire. Et j'ai rencontré la pensée de Philippe Descola, qui disait précisément ça, que la nature, ça n'existe pas. C'est un mot, c'est un concept qui existe ici, chez nous, les modernes, mais qu'il y a un million d'autres façons de pouvoir être au monde. Et donc, immédiatement, je me suis dit, mais il faut transmettre ça, parce que c'est très soulageant, en fait. Ça donne une forme de corps à toutes nos interrogations. Enfin, moi, il me semblait... donc, j'ai rencontré Philippe, c'était en 2014, et il a accepté que je fasse un film sur sa pensée. Et je vais reprendre mon souffle. Je suis un peu... Et en fait, du coup, après avoir rencontré Philippe, j'ai essayé de comprendre ce qui se pensait autour de lui, quelles étaient les personnes qui pensaient à partir de sa boîte à outils et qui continuaient en fait son travail conceptuel. Et j'ai eu la chance de rencontrer Nastasia Martin, qui est là. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je l'invite aujourd'hui, parce qu'ensemble, en fait, toutes les deux, on a cette chose en commun qui est essayer de restituer en fait cette parole anthropologique, donc d'écologie politique, mais de façon sensible. Merci Elisa, et je te félicite pour ce magnifique film qui n'a pas dû être facile à faire. 2014, du coup, c'est cette année-là aussi où on s'est rencontrés, non? Ouais, c'est ça. Et un an après, peut-être, on s'est rencontrés. 2014, moi, je soutenais ma thèse donc avec Philippe Descola en tant que directeur. J'avais travaillé dans le Grand Nord alaskien chez une population de chasseurs-cueilleurs, les Gwich'in. Et il se trouve en fait que ce qui est assez étrange, c'est que pour moi aussi, en fait, la question des films, de la réalisation n'était pas totalement anodine, parce que en fait le tout premier terrain que j'ai effectué chez les Gwich'in, avant même en fait de partir sur le terrain de thèse, donc j'étais en master, en fait je l'ai effectué grâce à mon producteur Luc Martin Gousset, qui m'a permis de partir en repérage dans l'idée de faire un documentaire chez les Gwich'in. C'est un projet qui n'a jamais abouti, mais en tous les cas, c'était quand même, il y avait quand même cette idée dès le début de mêler recherche anthropologique et une manière de restituer qui n'aurait pas été uniquement académique, mais qui aurait pu parler de manière sensible à un plus grand nombre. Et en l'occurrence, c'est là, pour ma part, je suis aussi en train de finir un projet de film au Kamchatka, sur le lieu de ma dernière recherche, qui devrait voir le jour bientôt, qui s'appelle Tfayan. Quoi dire, voilà, je pense que c'est... À l'heure actuelle, pour moi, en tant qu'anthropologue, c'est presque une posture politique, en fait, que de dire que de pluraliser. Il n'y a pas d'autre manière
de faire à l'heure actuelle que de pluraliser les modes de restitution des sciences qui se constituent dans nos disciplines particulières. Là, en l'occurrence, l'anthropologie. Si on reste enfermé dans nos carcans académiques et à se parler entre collègues, ça n'a absolument aucun sens, et surtout pas au moment des multiples crises que les populations autochtones traversent depuis de nombreuses années et que nous-mêmes sommes en train dans lesquelles nous sommes en train d'entrer. Et voilà, je sais pas ce que... Oui, en fait ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'on entend beaucoup les sciences dures en fait sur ces questions-là, et c'est toujours des questions de chiffres et de comment chiffrer et pouvoir évaluer, alors qu'on a aussi vraiment besoin, je pense, des sciences sociales en fait pour pouvoir articuler les choses à partir du sensible. Mais il y a sûrement d'autres mots, tu as sûrement d'autres... En fait, il y a un déplacement... c'est vrai que moi, l'endroit spécifique où j'hérite de la pensée de Descola, c'est la grande idée que tu développes dans ton film, cette idée que la nature n'existe pas. Et en fait, ça peut paraître simple comme ça, mais cette idée-là, elle change tout. Et elle change aussi la manière qu'on a d'écouter ce que nous disent les peuples autochtones depuis des milliers d'années, et en étant passés par le rouleau compresseur de la colonisation, qui est que eux ne vivent pas dans un monde où la nature en tant qu'entité extérieure existe, mais qui sont en relation avec une pluralité d'êtres, et sur des modalités qui sont ni celles de l'exploitation d'un côté, ni celles de la protection de la nature de l'autre. Et moi, dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est de restituer ça du point de vue de ces populations autochtones. Ce que je trouve hyper intéressant dans ton film, c'est que, en fait, tu as décidé de le faire depuis ici, en l'ancrant dans notre territoire, et avec les inventions politiques telles que la ZAD, qui de fait remettent en jeu ce même type d'idées depuis notre propre lieu. Et ça, je trouve que c'est très malin, en fait, d'avoir fait ça plutôt que d'avoir fait un film sur les hachoirs, par exemple. Mais c'est sûr, parce que en ce qui concerne la pensée de Philippe. Il y a tellement à déconstruire pour ne pas avoir un regard exotique ou colonial sur justement un ailleurs. Et c'est quand même très important de voir, nous, ce qu'on fait. Et c'est tout l'intérêt, je pense. C'est ce que je trouve extraordinaire dans le travail de Philippe. C'est-à-dire qu'il a retourné en fait, le miroir. Et quand il est rentré, il a fait une forme d'anthropologie en fait, des modernes, en fait, de l'Europe. Et ça permet de déhiérarchiser, en fait. Et du coup, de penser à partir justement d'une nouvelle vision du monde, enfin, même si peut-être vision du monde c'est pas le bon mot, mais en fait c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'il y a comme une sorte on a besoin d'avoir un fondement commun, en fait, si on veut parvenir à disons faire vraiment de l'écologie une force politique. Et je pense que dans le travail de Philippe Descola et dans cette idée-là, que la nature n'existe pas, il y a des potentiels, en fait. En tout cas, c'est une base de discussion, je pense. Et c'est aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, à ça que servent les films, quelque part, c'est même pas recréer, en fait. C'est créer, inventer un imaginaire collectif au sujet de l'écologie politique. Et là, pour moi, ton film participe pleinement de ça. C'est que, en fait, on n'a pas les fondements et les bases nécessaires pour se raccrocher à des choses en commun qui incluraient le reste des êtres vivants qui nous entourent. Indépendamment des logiques de classe, etc. Et là, il y a toute une recherche, à la fois une recherche fondamentale à faire sur ce sujet, mais aussi une recherche artistique, une recherche de restitution, en fait, de comment en fait toucher les gens et créer des systèmes de résonance où d'un seul coup ils se sentent concernés par la question, et que c'est plus juste justement une question de bobo parisien, mais que ça devient une question sociale, en fait. Comment
comment faire de l'écologie politique une question sociale? Pour moi, ça passe par des dispositifs et des formes, en fait, qui peuvent traduire depuis des mondes différents, depuis des angles différents, un corpus d'idées et plus encore un corpus de types de relations au monde possibles, en fait. Et encore juste, et après je m'arrête, mais pour rebondir sur la chose que tu as dit tout à l'heure, en fait, sur des manières d'être au monde, il y en a 1 million. En fait, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Il y a pas 1 milliard de manières de faire monde. Il y a une pluralité de manières, mais en fait, elles ne sont pas infinies. C'est ce que nous montre l'anthropologie. C'est pour ça qu'Yves Descola a été capable de créer des grandes catégories, des schèmes. C'est parce qu'il y a des choses quand même qui sont communes. Elles s'hybrident quand même. Elles peuvent s'hybrider de elles peuvent s'hybrider de 1000 façons, mais il y a quand même des grandes lignes qui traversent les collectifs humains dans leur manière d'être au monde. Et en fait, en les mettant en relation, justement, en fait, ces formes d'hybridation peuvent créer des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Enfin, ouais. Bref, je ne sais pas si peut-être on... oui, si vous... Est-ce qu'on peut continuer à discuter comme ça pendant un moment, mais peut-être qu'il y a des choses... peut-être qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient discuter? Il y a un micro qui arrive. Oui, merci beaucoup. Déjà, je trouve assez génial l'idée d'avoir emmené Philippe Descola à la ZAD. Donc la première question, est-ce qu'il était déjà en relation avec eux ou est-ce que c'est vous qui l'avez... Voilà, ça c'était ma première question. Mais je trouve que c'est une très belle idée en fait, justement de pas aller à l'autre bout du monde. Donc ça, bravo, parce que l'idée elle est vraiment très 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 belle et d'aller finalement à côté de chez nous. Et l'autre chose, c'est est-ce qu'on peut vous donner un petit peu à la fin du film des nouvelles de la ZAD? Moi, j'avais cru comprendre que c'était des agriculteurs standards, bien formatés. J'étais resté dans le fait qu'il y avait une opposition entre les zadistes, enfin les anciens occupants, et qui ne voulaient pas rentrer dans les modèles formatés. Et là, manifestement, il se passe des choses. Donc, est-ce que vous donnez plus ou moins l'espoir? Est-ce qu'il y a que la ZAD qu'on a connue il y a quelques années redémarre ou... Voilà. Merci. Alors, la ZAD, c'est pas du tout arrêté. Évidemment, il y a des personnes qui n'avaient pas envie de faire du tout de compromis avec l'État qui sont partis. Mais il y a beaucoup de gens qui sont restés, des nouvelles personnes qui arrivent. Et donc, la ZAD est toujours un lieu extrêmement vivant. D'ailleurs, ça, c'est 2 ans après l'abandon. Et c'est le film, voilà, on a fini de tourner pendant le confinement. Et c'est encore un lieu extrêmement vivant où il y a beaucoup de passages, beaucoup de transmissions, beaucoup d'expérimentation et toujours évidemment de la tension et toujours une forme de presque encore plus compliquée aujourd'hui de résistance puisque maintenant c'est le monde entier quoi. Enfin je veux dire c'est toute l'agriculture justement intensive qui veut reprendre les terres, c'est comment continuer à faire vivre tous ces non-humains, alors que maintenant il y a plus d'humains qui arrivent, même eux, en fait, même les zadistes, les habitants doivent faire attention à laisser des espaces pour les non-humains. Enfin, voilà, il y a une foule de nouvelles questions en fait, qui arrivent, mais c'est un territoire encore très riche, très fort et très ouvert aussi. Il n'y a pas de dedans et de dehors, on peut y aller, rencontrer les personnes. Voilà. Et Philippe, non, n'avait jamais été à la ZAD. Après, il était en contact avec Alessandro Pignocchi qui, lui, était déjà très investi à la ZAD, donc il s'en était déjà beaucoup parlé. Mais donc sur le chemin du film, parce que c'est un film, c'est un long chemin. Donc moi, il y a un moment, ça m'a paru d'être, vraiment une évidence de pouvoir être le plus près possible de chez nous. Enfin, je veux dire, Nantes, c'est tout près d'une grande ville, c'est en même temps la campagne. C'est vraiment juste à côté, quoi. Voilà. Je voulais vous remercier déjà pour ce film qui m'a bouleversé à plusieurs niveaux. Je le trouve déjà extrêmement poétique. Et en même temps, je me demandais comment vous êtes parvenu à cette structuration du film. Quelle a été cette volonté de le structurer de cette façon? Et aussi, deuxième question, est-ce que pour synthétiser aussi bien
je ne suis pas un grand lecteur de Philippe Descola, mais je me demandais si vous avez vous-même dévoré ses livres pour aussi bien restituer sa pensée. Alors, la structure du film telle qu'elle est, c'est aussi le chemin du film. C'est-à-dire que l'idée, c'est de réussir à... L'idée avec laquelle je suis partie, c'est de réussir à transmettre cette idée-là. Et puis après, ça se fait avec tous les humains, du coup, et les non-humains qui vont participer. Un film, c'est plein de cerveaux qui se mettent ensemble et on essaie d'aller dans une même direction. Mais il y a Thomas Courcel qui a monté le film, qui est là. Enfin, est-ce qu'il est revenu? Ouais, il est là. Il peut peut-être raconter un petit peu quel a été le... Il veut pas. Il a parlé avec le montage. Exactement. Donc, un film, c'est comme une musique, en fait. Donc, c'est vraiment un travail d'ajustement permanent. Et ce qu'on a fait aussi, j'ai aussi beaucoup travaillé avec les gens de la ZAD que j'ai filmés. Et donc, à chaque fois, une fois que j'avais monté les séquences, je retournais les voir, je leur montrais ce que j'avais fait. Et on discutait ensemble de ce qui leur convenait, ce qui leur convenait pas, de ce qui pouvait manquer aussi, d'après eux. Et donc, on a retourné comme ça une seconde fois. Et puis ensuite... je leur ai montré le film terminé et là on a essayé, on a réfléchi, est-ce que ça suffit? On n'avait pas d'image d'archives par exemple à ce moment-là. Et puis c'était le confinement et on s'est dit que peut-être que le fait d'être confiné, la pandémie, ça allait transformer en fait les gens et ils allaient pouvoir accepter de voir plus d'adversité et plus de radicalité. Et donc on a décidé ensemble, ils m'ont donné des images d'archives et avec Thomas, on s'est enfermés pendant le confinement et on a monté ces images d'archives qui donnent, je trouve... qui montre une tension extérieure qui était quand même aussi très importante. Pardon? Il y a une petite partie qui est tournée chez les Hachoirs, ouais. Oui, ça avait été tourné plus en amont, en fait, lors d'un voyage de Philippe. Oui, c'était important, en fait, de pouvoir ancrer pour voir quel était le point de départ de la pensée de Philippe. Je pense que c'était important. Et après, oui, j'ai lu un peu les livres de Philippe Descola pour pouvoir... Mais encore une fois, ce que j'ai fait, c'est vraiment 3 lignes de sa pensée. C'est par rapport à tout ce que ça... Bonsoir. Merci beaucoup pour le film. Et alors, effectivement, si le film est un vecteur pour fonder un projet d'écologie politique, effectivement, par les arts... Alors, je ne sais pas si on peut parler de vulgarisation, c'est un peu moche comme terme, mais au moins la population, disons que ça ne reste pas contre experts. C'était ça l'idée. Je voulais savoir, puisque vous avez projeté le film dans des festivals où il y avait des populations internationales, vous êtes allé à Glasgow, vous êtes allé en Italie, quel est le regard d'autres personnes qui viennent pas forcément de chez les modernes, donc européens ou d'Occident? Est-ce que vous avez eu un retour sur le film, eux, leur conception justement, le rapport à la terre, etc. Merci. Alors moi j'aimerais beaucoup faire ça, ça serait vraiment super de le faire. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Nasta. Tu penses que comment ils recevraient les gens du Kamchatka ou des Gwich'in? Mais quand on était à Glasgow, on a rencontré des jeunes activistes d'Inde et des gens qui viennent d'un petit village et justement qui se battent pour que la jeune génération reste dans les villages et ils étaient extrêmement touchés en fait et par le langage poétique du film et en disant que c'était vraiment ça qu'eux aussi cherchaient à transmettre et que c'était qu'en fait c'était très compliqué parce qu'il y avait encore justement cette fascination pour l'Occident et cette envie évidemment d'émancipation, d'aller à la ville et d'embrasser toute la réussite qu'on nous vend collectivement et qu'ils trouvaient ça vraiment super parce que le film montrait ça, que ça pouvait être en fait justement cool. C'était une forme de soft power pour eux et voilà, donc je trouvais ça très encourageant de voir des gens qui étaient vraiment a priori très très loin et voilà. Mais bon, c'est l'Inde, c'est encore, c'est pas forcément des collectifs Hachoirs ou...
Juste sur le terme de vulgarisation, pour moi, en fait, le film d'Elisa, c'est un très bon exemple de comment partager de la pensée sans faire de la vulgarisation. Dans vulgarisation, il y a le mot vulgaire, quoi. Je déteste ce mot, mais vraiment pour cette raison, en fait, parce qu'il y a cette idée derrière que les scientifiques produisent des idées, des concepts qui sont hermétiques à ceux qui n'ont pas le même niveau d'études dans des disciplines particulières, et que du coup, il faut vulgariser, ça veut dire simplifier des concepts. Ce que fait Elisa, et ce que, en fait, j'ai l'impression qu'on est quand même de plus en plus à tenter de faire, c'est de travailler, en tout cas dans des modes de restitution tels que celui-là ou que la littérature, par exemple, par association poétique d'images qui, a priori, qui n'ont rien à voir ensemble et qui viennent s'entrechoquer. Philippe Descola, dans son bureau, qui lit Pessoa et les plans de caméra piège, par exemple. Et c'est vraiment des associations poétiques, en fait. C'est des altérités, c'est des choses qui n'ont a priori rien à voir, mais leur rencontre crée quelque chose qui marche, qui résonne, sans qu'on ait besoin justement de venir expliquer outre mesure ce que le scientifique a voulu dire. Et je pense que ça, c'est une vraie méthodologie à part entière qu'on aurait raison de mettre à l'œuvre tant et plus, quoi. Bonsoir. J'ai une question pour vous deux. Parce que donc là, on a vu donc Philippe Descola, qui est voilà, un des intellectuels les plus reconnus en France, aller à la ZAD, qui est un territoire en lutte, enfin, qu'il était beaucoup, qu'il est encore quand même, il y a encore des choses à défendre. Et Nastasia, je sais que là où vous vivez, où tu vis à la montagne, c'est aussi un territoire en lutte, et peut-être que c'est intéressant d'en parler. Et je voulais vous demander comment vous pensez que les idées, les concepts peuvent venir outiller des luttes, et pourquoi on aurait besoin de l'articulation, en fait, des deux. Voilà. Merci Anne de Malray. Oui, je pense que c'est extrêmement important d'essayer de tout faire pour changer de dispositif, en fait, de justement essayer de plus uniquement être dans des dispositifs tels que celui-là, nous sur une scène qui parlons à vous là dans un public, et que les chercheurs, il faut trouver des manières de leur mettre les pieds dans la boue, en fait, parce que c'est comme ça que les choses vont peut-être bouger. Donc, oui, une des raisons aussi pour lesquelles ce qu'a fait Elisa avec son film à la ZAD résonne, moi, avec ce que j'essaie de faire. On a monté un collectif dans le petit village des Hautes-Alpes dans lequel j'habite, qui s'appelle La Grave, où il y a un projet d'aménagement sur le glacier qui domine le village, dans le parc national des Écrins, avec un nouveau tronçon de téléphérique, etc., qui est ce glacier qui est le plus grand glacier en France à l'heure actuelle, et qui, nous disent les glaciologues, va disparaître d'ici 50 ans, en fait. Et donc la logique, c'est toujours la même, hein, plus vite, plus fort, plus haut. Donc il y a 14 millions d'euros qui ont été alloués pour créer des installations sur ce glacier. Et en fait, ce qui a été intéressant, alors un peu comme ce qui s'est passé à la ZAD avec l'aéroport, sauf que là, c'est un glacier, donc c'est plus compliqué d'aller l'occuper. Mais en gros, d'un seul coup, en fait, il y a eu énormément d'habitants qui se sont un petit peu révoltés, enfin, en disant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait face à une entité avec laquelle on a grandi quelque part, et qui à l'heure actuelle est en train de mourir. Et donc, est-ce qu'on va l'exploiter tant et plus, ou est-ce que c'est pas le lieu d'essayer de repenser, en fait, quelles sont nos relations plurielles au territoire. C'est un lieu où il y a de fait une diversité de métiers, de gens. Il y a
de l'agriculture de montagne, de l'élevage de montagne, des gens comme moi qui sont chercheurs et qui vivent là pour ce lieu, en fait. Des guides de haute montagne, des scientifiques, etc., etc. Et donc d'essayer de se dire comment on pourrait en fait recréer un débat démocratique autour de quelque chose qui nous a été imposé en fait de l'extérieur, qui est une logique économique à laquelle malheureusement en fait énormément d'habitants ont été acculturés. C'est un peu comme chez les populations autochtones, la manière dont les États fonctionnent, c'est qu'on les acculture à l'économisation du monde en fait, à une certaine idée de l'économie. Et donc, voilà, ce collectif s'est créé. Et puis, en fait, après, il y a eu une idée qui a émergé, qui est de créer, en fait, alors, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais une rencontre, un festival, etc., où on ferait venir des chercheurs, pas seulement pour qu'ils nous expliquent la vie sur leur sujet particulier, par exemple, des anthropologues, des climatologues, des sociologues, des gens qui travaillent en agronomie, etc. Mais pour qu'ils entrent en débat, en fait, et en discussion avec des gens qui sont partie prenante d'un collectif qui a clairement un objectif politique, en fait, de repenser le territoire. Et donc, voilà, une des manières d'essayer de court-circuiter un peu les dispositifs classiques dans lesquels les chercheurs sont invités à parler, en fait. Parce que sinon, les gens qui ne sont pas là ce soir avec nous, en fait, ils n'y seront jamais, tout simplement. Moi, mon voisin garagiste, il ne sera jamais ici. Et je fais partie des gens, et avec d'autres qui pensons que ça, c'est plus possible, en fait. Si on a envie de changer de monde et de recréer des communs, quoi. Oui, et pour compléter ce que tu dis, c'est que ça donne aussi un socle, en fait, d'arguments, je pense. Parce qu'on nous oppose, justement, ce qui est en face, c'est oui, mais il faut exploiter, enfin, il faut créer des emplois, il faut développer économiquement. Mais justement, les gens qui sont en face et qui sont touchés par justement dans leurs usages par une forme de destruction, il faut aussi qu'ils aient la capacité, voilà, qu'ils puissent opposer des idées, des concepts, et que ça donne des moyens de défense, enfin de se défendre en tout cas, il me semble, et effectivement d'être ensemble en fait, et de savoir voilà, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut défendre, qu'est-ce qu'on défend au fond, quoi. Ouais, et c'est pour ça que j'aime bien l'idée que tu as dit tout à l'heure, la boîte à outils, en fait, tous ces objets qu'on produit, nos films, nos livres, c'est des outils en fait qui doivent être utilisables par les gens. Et pour qu'ils soient utilisables, en fait, il faut qu'ils soient compréhensibles. Il y a vraiment un enjeu là je pense, qui est extrêmement important. Et c'est aussi, moi, j'ai l'impression, un tournant, certes encore peut-être minoritaire, mais peut-être que ça va changer de plein de gens dans la recherche, en fait, qui mettent les objets qu'ils produisent, les outils qu'ils produisent au service des collectifs qui en ont besoin, en fait, tout simplement pour s'outiller et pour pluraliser leurs outils. Oui, tout à fait, mais c'est ce que tu fais avec tes livres. Et nous, par exemple, avec ce film, on le montre dans beaucoup d'endroits différents, et on essaye il y a certains endroits où on fait venir des gens de lutte locale, justement, pas forcément des gens de la ZAD, mais pour que les personnes qui viennent voir le film, en fait, puissent ensuite, si elles ont envie d'agir, qu'il y ait un moyen d'agir concret, en fait. Et je pense que se sentir capable d'agir, ça leur donne de l'espoir et du courage, quoi. Pardon, du coup je reprends un peu la parole, mais c'était extrêmement intéressant. En fait, la place du chercheur et par rapport au collectif des citoyens. Par exemple, moi je ne connais pas bien toute l'histoire de la ZAD. Est-ce qu'au départ, vous m'entendez là ? Est-ce qu'au départ de la ZAD, en fait, est-ce que des chercheurs étaient dans ce collectif, ou finalement les chercheurs sont arrivés après ? Parce qu'il y a eu, par exemple, Philippe Descola, Bruno Latour, qui ensuite sont allés analyser ce qui se passait à la ZAD. Mais est-ce qu'au départ,
est-ce qu'au départ, en fait, tout ce collectif et ce projet s'est monté autour de la recherche? Donc c'est un peu la place du chercheur aussi. Voilà. Merci. Je pense qu'il y a des gens qui le faisaient sans le dire, en fait. Mais peut-être que maintenant, on ose un peu, on ose un peu plus s'exposer, je sais pas. Oui, et puis après, pour être tout à fait honnête, il y a énormément, il y a une intelligence collective à la ZAD qui est absolument incroyable. Et en fait, on a été plein à suivre le mouvement sans vraiment y aller, jusqu'à ce qu'en fait, ils nous invitent. Et qu'au fur et à mesure, on commence à y aller et à se rendre compte en fait que c'était absolument incroyable, justement dans cette capacité de réinventer des dispositifs de débat, de discussion, etc. En fait, c'est des précurseurs. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est aussi. C'était en août dernier où moi je suis allée à ZAD Envie. Et ça faisait un moment que j'étais en relation avec des gens de là-bas sans jamais en fait y avoir mis les pieds. Et j'ai été bouleversée, vraiment bouleversée de ce que j'ai vu, de leur capacité à mettre tout le monde sur le même plan, en fait. C'est vraiment à faire ce que Bruno Latour appelle de ses voeux, d'une espèce d'horizontalité de toutes les manières d'être au monde, et on discute sur un même plan, en annulant en fait la hiérarchie a priori. Ça crée des choses incroyables. Mais je suis assez d'accord avec Elisa. Je pense que c'est aussi, il y a eu. C'est horrible de dire ça, mais c'est quand c'est devenu politically correct de s'afficher avec la ZAD que tout le monde s'est affiché avec la ZAD. Et Philippe aussi. Philippe, la pensée politique de Philippe a émergé chez lui sur le tard. Et en fait, j'irais même plus loin. Je pense que c'est grâce à toi, en fait, et au fait que tu l'aies amené à cet endroit-là, qu'à un moment donné, lui aussi, il a eu un choc et qu'il a commencé à se positionner très clairement dans les médias, ce qu'il n'avait jamais fait à ce niveau-là, et avec un exemple très précis tel que celui de la ZAD. Et ça, typiquement, c'est grâce à une réalisatrice qui lui a dit j'ai une idée et venez, ça va être bien. Et ça, c'est beau. Voilà, c'est un exemple de rencontre qui marche et qui a du sens, parce que en fait, c'est pas seulement Philippe qui transforme la manière de concevoir la ZAD. C'est en fait c'est l'intérêt d'Elisa et le film que tu as voulu faire qui a aussi transformé quelque part le positionnement politique de quand même Monsieur Descola. Donc c'est là où il y a des choses qui se jouent et qui sont vraiment porteuses d'espoir pour moi. Mais merci beaucoup, mais c'est aussi un moment. Enfin, c'est aussi la crise écologique telle qu'elle arrive, la crise politique dans laquelle on est. C'est un ensemble, justement. C'est sûr que, pour le coup, ça se joue en écosystème. Et ça arrive à un moment et ça devient possible. Et c'est la rencontre que je fais avec une productrice qui me permet de financer le film au bout de 5 ans de claquage de porte et de « Ah non, ce que vous voulez faire, c'est pas possible. Vous n'y arriverez jamais ». Donc c'est des portes, c'est vraiment une succession d'individus. C'est de te rencontrer, c'est des soutiens, en fait. C'est une forme d'écosystème, je pense. Moi, j'ai une petite question et j'ai plus une demande de conseil. En fait, vous parlez beaucoup de la posture engagée en fait du chercheur. Et du coup, moi, je démarre dans la recherche en anthropologie et justement, j'ai un positionnement qui est très politique et très dans les luttes locales et en soutien et en recherche de rendre une recherche qui reste très théorique mais très utile à la société. Et en fait, dans le cas de mes cours et même des chercheurs auxquels je suis confrontée, c'est pas du tout cette posture-là qui est mise en avant et qui est pas du tout, elle n'est pas valorisée aujourd'hui. Et du coup, je me confronte à ça et en fait, j'aimerais bien avoir des conseils pour justement pouvoir intégrer entre guillemets le milieu de la recherche tout en étant que ce soit ok en fait d'avoir des engagements politiques et que la recherche soit utile à tout le monde, quoi. Bon courage. Merci. C'est extrêmement complexe. En fait, on parle de territoire en lutte, mais nous-mêmes,
dans nos postures. Elisa, en tant que réalisatrice, moi, en tant qu'anthropologue, on est aussi en lutte. C'est extrêmement compliqué. Et là, c'est pas le lieu de développer le sujet, mais ça reste à l'heure actuelle extrêmement compliqué. Et vouloir faire ça, voilà, moi, c'est ce que je fais, mais ça impose une forme de marginalité par rapport à l'académie. Pour l'instant. C'est ça. Peut-être que ça changera, mais pour l'instant, ça impose une forme de marginalité et vous aurez énormément de mal à trouver les soutiens au sein de l'académie. Ça peut quand même bouger dans les prochaines années. Ça bouge, ça bougera, mais j'ai l'impression que c'est quand même la jeunesse qui fait bouger, et pour l'instant c'est pas la jeunesse qui est en prise en fait sur le milieu académique. Et c'est la question de qui a le pouvoir pour l'instant. Mais ils y resteront pas éternellement. Ouais. Moi j'avais une question par rapport justement aux images d'archives que vous avez montrées, tout ça. Comment vous interprétez ce déploiement de violence qui a été démesuré sur au final des gens qui ne défendaient plus rien vu que le projet a été abandonné? Est-ce que vous interprétez ça justement comme une attaque sur cette manière différente de penser le monde? Et est-ce que ça a un écho sur justement les attaques qui sont portées sur les communautés indigènes? Est-ce que c'est aussi des attaques sur leur manière de penser le monde qui sont menées? C'est très difficile de répondre à ça. Évidemment, on a envie de faire des parallèles. C'est une façon de voir, en tout cas, de voir le monde et d'agir qui amène à des décisions de violence pareilles. Donc oui, je pense que oui. Après, est-ce que c'est articulé de cette façon-là quand les décisions sont prises? Je ne pense pas. Il me semble que, je sais pas, mais c'est une des interprétations possibles, c'est de te dire que comme ils avaient abandonné, il fallait qu'il y ait aussi une démonstration de force pour montrer que, en fait, ils avaient abandonné, mais on n'allait pas laisser ces va-nu-pieds sur le territoire, quoi. Mais effectivement, c'est complètement fou quand on sait ce que les personnes qui sont là défendent, en fait. Mais je sais pas, toi... Tu connais les collectifs ailleurs. Oui, non, mais c'est la logique coloniale classique, en fait, et qui confine à une zone de l'esprit qui devient une zone de l'impensé, les formes de répression. Et oui, pour ma part, oui, je suis absolument persuadée que de manière primordiale, les formes de répression se posent sur... d'autres manières d'organiser nos rapports au monde qui ne peuvent pas être mangés, assimilés, digérés par les logiques, peu importe comment on les appelle, modernes, capitalistes, dans lesquelles nous, on se trouve à l'heure actuelle. Et si elles ne peuvent pas être mangées, assimilées, elles doivent être détruites. Et ça, globalement, ça se passe à peu près partout dans le monde.